Bon, bonjour à tous. Tout d'abord, merci de votre participation. Je suis Stéphane Péden, le directeur de la CCI France-Taïwan, et nous avons aujourd'hui l'honneur d'avoir deux autres intervenants. Alain Berder, qui est le responsable du pôle économique du Bureau français de Taipei, qui est un peu l'équivalent de l'ambassade à Taïwan, et Franck Desevet-Davy, associé et responsable du cabinet d'avocats Asie Alliance, et aussi membre bienfaiteur de la Chambre de commerce et conseiller du commerce extérieur à Taïwan. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter Taïwan. Donc Taïwan, c'est une démocratie tournée vers l'avenir qui offre des opportunités vraiment intéressantes pour les entreprises étrangères qui souhaitent s'implanter dans un développement en Asie. On pense souvent à Chine, on pense à Hong Kong, à Singapour, mais Taïwan a une place de choix pour une action en Asie. La crise sanitaire récente a aussi montré la capacité du pays à réagir. Vous l'avez peut-être vu en France aux informations. Ils réagissent efficacement et proactivement aux imprévus. Et on va donc élaborer les différents points suivants qui sont l'attractivité économique de Taïwan. Taïwan a un atout au niveau légal et aussi pour la création d'entreprises, un modèle de gestion de crise, on va expliquer pourquoi, et les secteurs clés à développer à Taïwan et comment la Chambre de commerce peut aussi vous aider. Donc, avant cela, je vais donc passer la parole à Alain Berder et je vais lancer ta présentation. Merci Stéphane. Donc bonjour à tous. Alors, attends, je sors, je lance la présentation. Voilà. Et voilà. Attends. Voilà. Très bien. Merci beaucoup Stéphane. Bonjour à tous. Donc j'ai préparé une présentation pour expliquer pourquoi Taïwan est un partenaire économique essentiel. Je vais commencer par deux diapositives présentant les principales caractéristiques économiques de Taïwan. Je crois qu'il y a quelques données qu'il faut avoir à l'esprit pour bien comprendre les enjeux économiques et stratégiques, même en termes d'innovation et d'industrie, et de commerce, bien sûr, avec Taïwan. Donc, Taïwan, c'est la 21e économie mondiale, la 6e en Asie. Comme l'a dit Stéphane, c'est une jeune démocratie caractérisée par une alternance politique. La dernière élection présidentielle a eu lieu au mois de janvier. La présidente Tsai a été réélue. Au mois de novembre 2018, elle avait perdu les élections, enfin son parti municipal. Et donc, c'est une démocratie qui est très, très vivante et très dynamique en Asie. C'est un territoire qui est équivalent à 4 fois celui de la Corse, un peu plus, mais ça donne une idée de grandeur et qui est aux 3/4 occupé par des montagnes et des forêts, ce qui fait qu'il y a une très forte concentration économique aussi de la population sur la partie ouest de l'île. Donc une population de 23 millions d'habitants, à peu près celle de l'Australie, un niveau d'éducation très élevé. Ça, c'est vraiment quelque chose que l'on réalise très vite quand on est ici à Taïwan. Et les grands patrons et les patrons d'entreprise sont très souvent titulaires d'un PhD, souvent d'universités américaines. Ce sont des gens qui connaissent la technologie, ils sont très aguerris sur les discussions techniques avec lesquelles c'est toujours extrêmement intéressant d'échanger. Taïwan est membre de l'OMC depuis janvier 2002, alors avec un statut un petit peu particulier au niveau du nom, puisque la Chine est entrée à l'OMC en décembre 2001. Mais c'est important parce qu'il y a une revue des politiques commerciales de Taïwan à l'OMC régulièrement, et donc c'est un interlocuteur important en termes de négociations commerciales pour nous. Le PIB de Taïwan est quand même très significatif puisque c'est l'équivalent de la Malaisie et du Vietnam réunis. Ça, ce sont les données du FMI.
Donc, c'est pour une population, encore une fois, de 23 millions d'habitants. Toujours en termes nominal, le PIB par habitant, il est égal, vous voyez, à peu près à 26 000. Je crois que le cap des 25 000 a été atteint fin 2018. Et quand on prend en compte le pouvoir d'achat, effectivement, on a un PIB par habitant qui est nettement supérieur à celui de la France. Alors, c'est important, bien sûr, pour tous les secteurs des produits gourmets, des produits de biens de consommation, puisque Taïwan, on verra un peu plus tard, est un marché, un débouché très important pour nos exportations. Taïwan détient les 4e réserves de change au monde. Ça, c'est depuis un mois, puisque l'Arabie saoudite a reculé d'une place. C'est très lié, on verra un peu plus tard aussi, aux structures de l'économie, à la structure de l'économie taïwanaise, avec un excédent structurel commercial très important. Le taux de chômage est aujourd'hui, il a un peu augmenté, il est à 4%, mais on n'est pas non plus dans des chiffres extrêmement élevés. Donc, fin 2019, on était à 3,73%. On est à Taïwan dans une situation de plein emploi. Alors, la deuxième diapositive, pour rappeler aussi que le taux de croissance de l'économie taïwanaise en 2019, et les Taïwanais en étaient très fiers, était le plus élevé parmi les 4 dragons asiatiques, donc les autres étant Singapour, Hong Kong et la Corée du Sud. Vous voyez que c'est un acteur majeur au niveau du commerce international, 18e exportateur, 17e importateur. La Chine est le premier partenaire commercial de Taïwan, puisque la Chine reçoit 40% des exportations taïwanaises et satisfait 20% de ses importations. Donc, il y a un lien économique très fort, d'autant plus fort que vous le voyez, il y a une très forte concentration des investissements étrangers. Stéphane, il y a un petit problème de slide. C'était là quoi? Il faut celle d'avant, c'est ça? Ah non, celle-là. Voilà. Donc, il y a une forte concentration donc, des investissements taïwanais donc en Chine. 200 milliards de US dollars, c'est le stock. Et ça, c'est l'estimation officielle qui ne prend pas en compte les réinvestissements, les reports à nouveau, etc. Donc, c'est sans doute beaucoup plus que ça. Une position extérieure quand même très excédentaire. Ça, c'est les derniers chiffres qui ont été publiés par la Banque centrale taïwanaise. Il y a un excédent de Taïwan sur le reste du monde qui est de 1342 milliards de dollars. Voilà, il y a des pays qui sont endettés. Taïwan ne l'est très peu en réalité. Un excédent commercial dont je vous parlais tout à l'heure, donc 63 milliards de dollars en 2019, c'est 10% du PIB, c'est à peu près sur les dernières années le pourcentage du PIB, ce qui permet d'ailleurs à Taïwan d'avoir un compte courant qui est aussi excédentaire et d'avoir ce montant de réserve en devises aussi important. La dette publique est relativement limitée, 30% du PIB, la dette extérieure également à 32% du PIB, ce qui donne quand même des marges de manœuvre relativement importantes pour les autorités taïwanaises, notamment pour des plans de relance comme ils l'ont fait dans le cadre du Covid-19, puisqu'ils ont mis en place un plan de relance de 5,4% du PIB, grosso modo correspond à 30 milliards d'euros. Et donc, ça a permis de soutenir, en tout cas au deuxième trimestre, l'économie taïwanaise. C'est un modèle économique qui repose beaucoup sur une compétitivité prix. Alors ça, c'est pas forcément un avantage puisque c'est certes ce qui a fait le succès, en tout cas à une certaine période de l'économie taïwanaise, avec l'utilisation d'un modèle OEM-ODM, donc qui veut dire donc Original Equipment Manufacturer et Original Designer Manufacturer, et ce qui explique que Taïwan soit si présent dans les chaînes de valeur mondiales, que ce soit en Chine, mais de plus en plus maintenant en ASEAN, mais aussi en Europe. On les voit arriver également en Europe, au Mexique, un peu partout dans le monde. Des contraintes fortes quand même en disponibilité de terrain pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, puisque 3/4 du territoire est occupé par des montagnes et des forêts. En eau, et ça c'est très important, notamment pour l'industrie électronique, et on verra que c'est quand même le secteur de spécialisation de l'économie de Taïwan. En électricité, même si la situation s'est beaucoup améliorée grâce notamment au développement des énergies renouvelables, et en main-d'œuvre qualifiée parce que, compte tenu du
du modèle retenu de compétitivité-prix, les salaires sont quand même relativement bas. Et donc, les diplômés ont tendance à partir. Et il y a par ailleurs un vieillissement de la population, comme dans beaucoup de pays d'Asie, qui est très important aussi à Taïwan. Alors, un point important, j'ai vraiment consacré une diapo à cet aspect-là de l'économie taïwanaise qui est souvent méconnu. Mais il faut savoir que Taïwan est vraiment le leader mondial en termes de semi-conducteurs. J'ai mis quelques logos, j'ai indiqué quelques noms de groupes, parce qu'il va falloir s'y familiariser, enfin, il faut se familiariser, parce que ce sont vraiment des leaders mondiaux. Alors, TSMC est sans doute l'un des plus connus, puisque c'est le numéro 1 mondial de la fonderie des semi-conducteurs, avec une part de marché en 2019 de 52%. Et il y a d'autres, hein, il y a UMC, il y a d'autres fondeurs. Donc, si on les prend ensemble, on arrive presque à 70% de part de marché mondial. Donc, c'est énorme. Et c'est un leader aussi en termes de miniaturisation, donc d'innovation des semi-conducteurs, puisqu'aujourd'hui, ils sont à 7 nanomètres. Et ils sont les seuls aujourd'hui à produire en grande capacité le 7 nanomètres. Les Coréens sont en train de s'y mettre, mais sont un petit peu en retard. Vous avez surtout des entreprises comme Mediatek, qui est une fabless, une grosse fabless, qui fait 7 à 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires et qui a développé notamment un chip complet pour la 5G. C'est un des 2 ou 3 groupes mondiaux à l'avoir fait, qui va d'ailleurs équiper notamment les équipementiers, les opérateurs de téléphonie mobile, enfin certains chinois. Foxconn, bien sûr, le nom est plutôt connu ici sous le nom de Hongren, donc son nom chinois, mais qui emploie plus d'1 million de personnes en Chine, mais qui est un groupe aussi qui a fait beaucoup de sous-traitance dans l'informatique, les télécoms, la téléphonie mobile, et qui s'intègre aujourd'hui dans des plateformes très innovantes, numériques, et qui est un acteur qui va, à mon avis, et qui se développe également beaucoup dans la 5G, qui va sans doute évoluer et qui va devenir un interlocuteur de plus en plus important pour nous. Vous voyez le chiffre d'affaires de Foxconn l'année dernière, c'était près de 200 milliards de dollars. Alors, il y a un point important, mais je laisserai Franck revenir sur ce point-là, qui est bien sûr la protection de la propriété intellectuelle, qui est vraiment un atout pour Taïwan, notamment dans le domaine de l'innovation on pourra revenir sur ce sujet-là. Et alors, un dernier point qui est important sur ce point-là, c'est le fait que Taïwan était en 2019, et le sera très vraisemblablement en 2020, le premier marché des équipements de production de semi-conducteurs. En 2019, c'était devant l'Amérique du Nord, parce que notamment TSMC, mais pas uniquement, investit énormément dans des nouvelles générations de semi-conducteurs. C'est des investissements qui sont de l'ordre de 15 à 16 milliards de dollars. Et c'est ce qu'a annoncé également TSMC pour cette année. Alors, la situation, donc, au T1 2020, en fait, au premier semestre, maintenant 2020, donc la crise sanitaire du Covid-19 a eu un impact relativement limité à Taïwan. De mémoire, je crois que c'est 446 cas pour 7 décès. Donc, il y a eu un contrôle de l'épidémie, de la pandémie extrêmement rigoureux, efficace, lié notamment à l'expérience du SARS de 2003, mais pas uniquement, l'utilisation aussi de technologies de contrôle et à la mise en place d'une quarantaine extrêmement stricte et rigoureuse. Très bonne gestion donc de la crise par les autorités taïwanaises. Le gouvernement annonce donc une croissance cette année à 1,67% pour 2020, ce qui est quand même assez étonnant comparé au taux de croissance que l'on peut avoir cette année, en début d'année, surtout dans beaucoup de pays. C'est quand même une estimation assez optimiste. La Banque asiatique de développement parle plutôt de 0,8%. Mais par contre, avec un rebond important en 2021, puisque selon la Banque asiatique de développement, la croissance atteindrait 3,5% en 2021. Mais comme la plupart des pays, puisqu'il y aura un effet de seuil important et donc un rebond important attendu en 2021. La croissance est tirée essentiellement par l'investissement et la demande externe. Donc l'investissement, c'est beaucoup l'investissement des entreprises dont je parlais tout à l'heure, et la demande externe, notamment tout ce qui est biens de télécommunications, tout ce qui est serveurs informatiques, et donc aussi le déploiement de la 5G, où l'écosystème taïwanais est particulièrement performant et compétitif.
Le commerce extérieur donc reste excédentaire au T1 2019 et surtout il est en progression par rapport à en 2020 pardon et en progression par rapport à 2019. Taïwan est en train de devenir, ça c'est très important aussi, un hub pour le développement de l'énergie éolienne en Asie, offshore en Asie, alors hors Chine, que Chine continentale a aussi ses propres champs éoliens. Et il faut savoir alors certes, ce sont des programmes qui sont assez anciens, mais je pense que le premier mandat de la présidente Tsai a vraiment donné une impulsion pour que tout le cadre réglementaire soit mis en place. Et au final, c'est quand même à peu près 20 milliards d'US$ qui vont être investis par des développeurs étrangers. Et en termes de capacité, c'est 5,4 gigawatts donc, qui ont été attribués à des développeurs étrangers et à 64% européens. Donc, c'est vraiment. Et juste pour rappeler aussi que l'Union européenne est le premier investisseur étranger à Taïwan. La présidente Tsai donc a pris ses nouvelles fonctions officiellement le 21 mai, même si elle a été réélue le 11 janvier. Elle a annoncé très rapidement donc des nouvelles priorités en termes de développement économique. Il y a notamment bien sûr l'industrie de l'électronique, des télécommunications et de la communication et la cybersécurité, qui est vraiment un sujet bien sûr extrêmement d'actualité et important à Taïwan. Tout ce qui est biotech et médical, et on voit d'ailleurs maintenant arriver sur le marché mondial des acteurs dans le domaine pharmaceutique ou dans le domaine, on l'a vu pendant la crise du Covid-19, de tout ce qui est équipement de protection, des équipements, des masques médicaux, etc. Et on a des acteurs taïwanais qui sont extrêmement compétitifs et importants dans ce secteur-là. La défense, et encore aujourd'hui même, Taïwan a inauguré son avion d'entraînement, qui a été entièrement construit par les Taïwanais avec quelques groupes étrangers, et notamment français pour certains aspects de design, notamment. Les énergies renouvelables dont je vous parlais, il faut savoir qu'il y a également tout le solaire qui est très important à Taïwan, et le solaire flottant notamment, et c'est une société française qui est leader, qui s'appelle Ciel et Terre, à Taïwan dans ce secteur. Et puis les stocks stratégiques, c'est notamment tous les équipements de protection médicaux, mais également les stocks de nourriture pour se prémunir d'éventuelles nouvelles crises. Alors, il y a une volonté très forte aussi qui a été annoncée par la présidente de signer des nouveaux accords commerciaux, en particulier avec les États-Unis, en profitant du rapprochement politique en cours, mais également avec le Japon. Et le Japon, c'est très lié à la volonté de Taïwan d'adhérer à un accord régional qui s'appelle l'accord transpacifique, le CPTPP, qui regroupe les 11 principales économies de l'Asie-Pacifique. Il y en avait 12 au début avec les États-Unis, mais qui se sont retirés après l'élection de Donald Trump. Aujourd'hui, le Japon est un interlocuteur extrêmement important puisque c'est le poids lourd, entre guillemets, de cet accord et qui a d'excellentes relations avec Taïwan. Et l'Union européenne, notamment dans le domaine de la protection des investissements. Il y a des discussions qui sont en cours et les Taïwanais sont demandeurs d'un accord de protection d'investissement avec l'Union européenne. Il y a une tendance nouvelle qui est intéressante, c'est le retour des entreprises taïwanaises de Chine. Alors, les chiffres annoncés par le ministère des Affaires économiques annoncent 1000 milliards de Taïwan dollars, 33 milliards de US dollars, mais ce sont des promesses d'investissement. Et donc, entre ce qui est annoncé et ce qui est réalisé, il y a quand même un écart relativement important. Le ministère des Finances lui-même récemment annonçait que les chiffres étaient beaucoup moins élevés que prévu. Mais il y a une tendance qui est presque une tendance naturelle, parce que la Chine coûte plus cher, parce qu'il y a des règles environnementales qui sont beaucoup plus contraignantes en Chine, parce que les salaires coûtent plus cher en Chine, etc. Et puis, parce qu'il y a une volonté aussi de Taïwan d'attirer des entreprises taïwanaises à Taïwan, donc de les faire rentrer parce qu'elles sont directement concernées par les taxes américaines sur les exportations de Chine. Et donc, c'est l'occasion aussi de rénover l'appareil productif taïwanais. Et donc, c'est vrai surtout pour les entreprises ou les industries qui peuvent être automatisées. Et donc, c'est aussi l'électronique, c'est les serveurs, par exemple, quand un computer a rapatrier entre guillemets des lignes de production à Taïwan. Alors sur le fait de rapatrier des fonds, et j'en discutais encore il n'y a pas très longtemps avec un représentant d'une banque ici. En fait, c'est pas vraiment, c'est pas les fonds qui sont rapatriés, mais c'est les banques ici qui
accorde des crédits à ces entreprises pour que leurs nouvelles lignes de production ne soient pas en Chine, par exemple, mais à Taïwan. Il y a des nouveaux flux d'investissement direct étrangers taïwanais vers les pays de l'ASEAN. Donc là aussi, c'est les chaînes de valeur qui sont en train de bouger, mais ça fait déjà 1 an ou 2. Les Taïwanais ayant pas attendu les tensions commerciales entre les USA et la Chine pour investir en ASEAN. Les Coréens l'avaient fait avant eux, mais c'est une tendance qui est en train de se renforcer. Et le Vietnam, les Philippines, l'Indonésie, proche de Singapour, la Thaïlande, et peut-être un peu plus tard l'Inde, l'Inde étant quand même un environnement d'affaires un peu plus compliqué pour les Taïwanais. Un mot deux slides sur le commerce extérieur de Taïwan. La première remarque, c'est qu'il est très centré sur l'Asie. Ça, c'est bien tant que la croissance économique est en Asie, mais le risque est quand même très concentré sur l'Asie. Alors, on le sait déjà parce que la Chine est le premier partenaire économique, parce que les chaînes de valeur dans lesquelles les Taïwanais sont très présents sont surtout en Asie. Mais on voit quand même que l'Union européenne est un partenaire proche. Alors, c'est l'Union européenne, en 2019, ça devait être encore 28 pays. Voilà, donc c'est quand même un commerce très asiatique. Ce qui est assez difficile pour nous, c'est justement d'attirer les Taïwanais, les entreprises taïwanaises en France pour investir ou en Europe, parce que c'est pas leur précaré, mais c'est en train de devenir une tendance intéressante, notamment sur les secteurs de l'innovation comme l'intelligence artificielle ou dans les secteurs de la santé, où il y a également un intérêt très fort de diversification et de remontée dans la chaîne de valeur de la part des groupes taïwanais, et là où on a, nous en France, une offre et une politique qui peut répondre à leurs attentes. Et puis après, il y a une autre caractéristique du commerce extérieur taïwanais, qui est en fait une très forte spécialisation dans l'électronique, aussi bien au niveau des imports que des exports. Je le disais tout à l'heure en parlant des semi-conducteurs, mais il n'y a pas que les semi-conducteurs, il y a tout ce qui est écran plat, tout ce qui est véhicules propres, électronique pour l'automobile. L'essentiel des sous-traitants de Tesla, par exemple, sont des groupes taïwanais. Etc., etc. L'électronique, la téléphonie mobile, l'informatique, les serveurs informatiques. Et donc, c'est vraiment et on le voit dans la part dans l'exportation et dans les importations de ce secteur d'activité. Et donc, c'est un secteur avec lequel on verra après dans les échanges avec la France, une très forte complémentarité dans le secteur de l'électronique. Voilà, alors une diapo assez intéressante à mon avis pour illustrer la résilience de l'économie taïwanaise et de voir quels sont les contributeurs à cette résilience. Alors certes, il y a une baisse qu'on voit bien au premier trimestre en termes de croissance par rapport aux 2 derniers trimestres de l'année 2019 qui avaient été particulièrement bons, on le voit en gris grâce à l'investissement notamment des entreprises, et une reprise au premier trimestre, un peu paradoxal, mais parce que c'était les commandes qui avaient été enregistrées au 3e et 4e trimestre 2019, des exportations du commerce extérieur. Et on voit cette remontée progressive grâce à l'investissement, grâce à la consommation privée aussi au 2e trimestre, et aux variations de stock, parce que les variations de stock sont importantes dans une industrie l'électronique, l'informatique, les portables, les laptops, où vous avez des cycles importants, et donc c'est des cycles qui sont mondiaux et qui peuvent avoir un impact aussi sur l'activité des leaders mondiaux de ce secteur à travers leur présence dans les chaînes de valeur. Et également la dépense publique qui, à mon avis, au 4e trimestre, devrait contribuer à soutenir la croissance économique sur l'année 2020. Voilà, donc là, c'est un petit tableau récapitulatif des principaux indicateurs macroéconomiques. L'inflation devient négative. Ça, c'est lié au fait, en fait, qu'il y a une sous-utilisation des capacités de production et c'est très lié forcément à l'impact, pour le coup, du Covid-19 sur un certain nombre de secteurs d'activité, de l'activité de l'économie taïwanaise qui sont quand même très affectés. Que ce soit les transports, que ce soit tout l'aéronautique, alors qu'il y a des écosystèmes très importants aussi dans l'aéronautique ici,
dans le textile, dans la chimie. Donc, il y a quand même des secteurs qui ont quand même souffert. Et vous avez un taux de chômage qui maintenant est un peu plus de 14%. Il faut remonter quand même à 2013 pour avoir un taux de chômage de 4%. Donc, ici, on est plutôt habitué à un taux de chômage autour de 3%. Et au plein emploi. Une consommation privée, forcément qui a diminué, mais ça c'est parce que la consommation a baissé à cause des mesures aussi de distanciation sociale et de quarantaine, etc. On voit par contre l'investissement des entreprises qui reste très positif, moins qu'en 2019, c'était plus 9%, donc il y a vraiment des investissements des entreprises particulièrement élevés, c'est vraiment ce qui a tiré ça a été le principal moteur de la croissance en 2019. La dépense publique augmente, ça c'est les plans de relance notamment qui vont soutenir aussi l'économie. Et on voit finalement un impact relativement marginal sur les importations et les importations et les exportations sur le commerce extérieur, avec une contribution qui risque au final d'être légèrement négative, mais ne c'est pas non plus des chutes de 10 ou 15%. Et au final, ce sont des prévisions bien sûr, mais on aura un solde commercial qui sera quasiment équivalent à celui de 2019. Et pour terminer, donc, deux slides sur le commerce de biens entre la France et Taïwan. Oui, c'est quand même un montant qui est relativement significatif, 4,5 milliards d'euros. Donc et au final, on a un déficit, ça ce sont les chiffres de 2019, de 1 milliard d'euros, mais c'est parce qu'on n'a quasiment pas exporté d'appareils aéronautiques, à part, je crois, 2 ATR. Mais habituellement, l'aéronautique représente 20 à 25% de nos exportations. Donc, par contre, en 2019, on a signé des très gros contrats, notamment avec Starlux, mais aussi avec China Airlines. Et donc, ce sont des livraisons qui vont commencer, notamment les A350, à partir de janvier 2022. Donc, on aura encore une année 2021, on risque d'avoir un déficit. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit notamment que les exportations de produits informatiques, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est quand même notre premier. Comme quoi en France, on a aussi quand même des savoir-faire dans les domaines informatiques et surtout électroniques, les composants électroniques. C'est notamment ST Micro, mais pas uniquement. On a des PME françaises qui sont très spécialisées dans des niches de l'industrie des semi-conducteurs qui ont des très gros clients forcément ici à Taïwan. Et puis vous voyez l'agroalimentaire, par exemple, presque 300 millions d'euros pour un pays de 23 millions d'habitants. Donc c'est quand même un gros marché, même si c'est un marché aussi qui est très protectionniste. Il y a beaucoup de mesures sanitaires, de protection, de réglementation qui sont très contraignantes pour les exportateurs. Mais malgré tout, il y a une progression des exportations, vous voyez en 2019, plus 4,7%. Et puis parce qu'il y a une classe moyenne, un niveau de vie qui est quand même un des plus élevés au monde, hein, donc c'est très important pour nous. Bien sûr, les produits chimiques, les cosmétiques, après on retombe un peu dans les spécialisations sectorielles, bien sûr, de la France. Les produits pharmaceutiques, pour Sanofi notamment, c'est un très gros marché, mais pas uniquement. Et puis alors donc, la dernière slide, voilà. Donc là, ce sont les importations. Les importations, bien sûr, c'est beaucoup de produits informatiques, électroniques, grand public, hein, en grande partie, et aussi la métallurgie, parce que la métallurgie est très importante à Taïwan. Tout ce qui est matériel de transport, donc là, c'est les scooters, c'est aussi les vélos. Hein, les principaux producteurs de vélos électriques sont taïwanais. Donc, il y a Taichung et tout un écosystème à la fois dans l'aéronautique dont je parlais tout à l'heure, mais aussi dans le cycle. Et ça, ce sont aussi des partenaires très importants pour Decathlon notamment. Et puis, tout ce qui est machines industrielles, équipements électriques, ça, c'est des secteurs traditionnels de l'économie manufacturière taïwanaise. Merci Alain. Je vais laisser du coup la parole à Franck. Je te laisse donc mettre ton PowerPoint depuis ton ordinateur. Alors, Franck, bonjour à tous. Alors, je ne parviens pas à mettre ma présentation en partage des… Ah si, pardon. Excusez-moi, c'est bon, ça va fonctionner. Voilà. Donc, je suis bientôt prêt. Parfait. Bonjour à tous. Merci Alain pour cette présentation très complète qui donne un bon panorama de l'économie taïwanaise et surtout de son attractivité. Moi, je vais essayer de me
me concentrer sur les aspects juridiques en étant le plus concret possible pour les hommes d'affaires et pour les investisseurs ou pour les gens qui font du commerce avec Taïwan, et essayer de les rassurer, car on peut dire que de manière générale, Taïwan est un pays juridiquement qui offre une très grande sécurité. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai appelé ma présentation tout simplement Taïwan, la sécurité juridique, ce qui est un élément important pour nous juristes, mais également pour tous les gens qui font des affaires à Taïwan. Alain l'a dit, Taïwan, c'est une démocratie mature et stable. Elle a connu effectivement 2 fois l'alternance sur le plan national, sans parler des alternances régulières qu'il y a eu sur le plan local, et ce depuis, on va dire, 1996. Moi, j'avais la chance d'être en 96 à Taïwan pour assister aux premières élections démocratiques au suffrage universel direct, et c'était assez enthousiasmant, même si les réformes avaient commencé bien avant. De manière très pratique, pour les hommes d'affaires et pour les gens qui font du business avec Taïwan, la démocratie, ça a principalement 2 avantages, outre tous les autres avantages de la démocratie. Mais pour l'homme d'affaires, c'est premièrement, cela améliore, voire garantit une certaine transparence des informations gouvernementales. Et dans la région asiatique, et sans évoquer bien évidemment le grand voisin chinois, ce sont des éléments qui sont très très importants pour les hommes d'affaires. Et la crise, par exemple, du Covid-19 que l'on vient de connaître à Taïwan, a démontré, là encore, une nouvelle fois, une très grande transparence des autorités taïwanaises sur ce qui se passait sur leur sol, les mesures qu'ils prenaient, etc., etc. Le deuxième avantage de la démocratie en matière de business, c'est que cela réduit mécaniquement la corruption. Taïwan a été, il y a 25-30 ans, assez mal classé sur le plan de la corruption et des classements. Aujourd'hui, il se classe 28e dans le classement Transparency Organization, qui est l'un des classements qui s'intéresse à la lutte contre la corruption. Il est finalement assez proche de la France et bien évidemment très loin devant la Chine, ce qui n'est pas très étonnant. Et encore une fois, la chose la plus simple à expliquer, qui explique cette baisse de la corruption à Taïwan, c'est tout simplement l'alternance politique, puisque celui qui est maire, député ou président de la République sait qu'à un moment ou un autre, il va devoir rendre son siège et donc faire éventuellement face à quelques enquêtes, audits. Et d'ailleurs, Taïwan est un des pays qui, pour démontrer, j'y reviendrai tout à l'heure, son indépendance judiciaire, a quand même réussi à mettre en prison un de ses anciens présidents de la République, ce qui démontre à la fois la lutte contre la corruption et en même temps l'indépendance judiciaire, qui sont très importants dès lors qu'on veut faire des affaires dans un pays. Taïwan, vous le savez, est isolé diplomatiquement. Il y a une grande guerre diplomatique, économique avec la Chine, mais malgré cet handicap très important, Taïwan finalement a réussi à s'intégrer dans l'ordre juridique international. Alain l'a dit tout à l'heure, la principale traduction de cette intégration, c'est l'entrée de Taïwan dans l'Organisation mondiale du commerce en 2002 en tant que territoire douanier indépendant de Taïwan, Shinmen, Matsu. Bref, une terminologie faite pour ne pas froisser le grand frère chinois, mais qui a fait de facto et juridiquement entrer Taïwan dans l'OMC, ce qui fait que Taïwan est signataire d'un certain nombre d'accords propres à l'OMC sur les technologies de l'information, sur les marchés publics, sur les accords ADPIC qui concernent en fait les aspects de droit de la propriété intellectuelle en matière de commerce. Taïwan est membre de l'APEC, qui est ce qu'on appelle en anglais un caucus Asie-Pacifique, qui lui permet d'essayer de mieux s'intégrer dans la région, et ce depuis la création de l'APEC. Alain l'a évoqué, Taïwan aimerait bien rentrer dans l'alliance transatlantique. Nous verrons ce qui se passera, mais sans parler de ces grands forums, il y a des accords de libre-échange, il y a des pactes de coopération économique, y compris avec la Chine, il y a des accords bilatéraux sur les investissements, et il y a aussi de nombreux accords ou échanges de lettres, par exemple, entre la France et Taïwan, qui font que Taïwan a réussi à s'intégrer dans l'ordre juridique international, et que lorsqu'on fait des affaires à Taïwan,
on n'est finalement pas dans un cadre totalement sui generis, compliqué, extraordinaire. On est vraiment dans une pratique internationale. Et puis surtout, de ces internationaux et des traités qu'ils ont signés ou qu'ils n'ont pas signés, finalement Taïwan a réglé un certain nombre, voire la plupart des problèmes, en intégrant dans son droit la plupart des grands principes du droit international, ce qui fait que lorsque vous êtes juriste français ou européen continental et vous regardez la législation taïwanaise, vous n'êtes en général pas surpris par ce que vous y trouvez. Je l'ai dit tout à l'heure, Taïwan dispose d'un système judiciaire indépendant, donc ça c'est très important pour les gens qui font du commerce à Taïwan, qui contractent avec Taïwan ou qui investissent à Taïwan, puisque ça leur garantit d'abord qu'ils vont être traités de manière neutre et équitable, et que d'autre part, les entreprises nationales ne vont pas nécessairement être privilégiées sur les entreprises étrangères. Il y a eu par le passé des grands procès, des grands arbitrages dans les années 90 qui n'étaient pas une très grande publicité pour Taïwan. Les choses ont été corrigées et aujourd'hui, on peut dire que si on applique le test classique de savoir est-ce qu'une entreprise étrangère peut à Taïwan gagner un procès contre une entreprise taïwanaise, la réponse est oui. Et il n'y a pas de traitement discriminatoire à l'encontre des étrangers. L'organisation judiciaire est très classique, c'est un système à 3 niveaux, première instance, appel et l'équivalent de la cassation. Il y a un contrôle de constitutionnalité qui est très fort, on l'a vu récemment sur des aspects qui n'ont pas grand-chose à voir avec le droit des affaires, mais par exemple sur la légalisation du mariage entre personnes de même sexe. C'est la Cour constitutionnelle qui l'a finalement imposé et qui a obligé le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif à se ranger à son avis. Il y a des cours spécialisées, notamment en propriété intellectuelle, et il y a une pratique confirmée de l'arbitrage international à Taïwan, ce qui est assez rassurant. Enfin, dernier point, Taïwan reconnaît et exécute les décisions judiciaires et arbitrales étrangères selon un principe de réciprocité. Si la décision taïwanaise peut être exécutée en France, eh bien la décision française à ce moment-là sera exécutée à Taïwan. Et les Taïwanais étant de bons élèves, ils ont adopté un principe de réciprocité que j'appelle souple, c'est-à-dire que s'il n'est pas démontré que dans un pays, une décision taïwanaise serait refusée, à ce moment-là, Taïwan considère a priori que la réciprocité peut être accordée. Donc c'est vraiment une très grande ouverture de Taïwan sur les décisions judiciaires et arbitrales étrangères. Ce qui donne une grande liberté aux gens qui font des affaires avec Taïwan pour choisir soit de régler leur contentieux à Taïwan, soit de le régler ailleurs, puisqu'encore une fois, la décision qui in fine sera prise sera exécutée si nécessaire à Taïwan. Un des grands aspects aujourd'hui et une grande attractivité pour Taïwan, c'est son grand respect de la propriété intellectuelle. Vous avez vu dans la présentation d'Alain que l'économie taïwanaise est quand même extrêmement tournée vers l'innovation, les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle et tout, vraiment tout ce qui concerne les objets connectés, etc. Donc ça veut dire que c'est une économie qui est tournée vers l'innovation et donc bien évidemment elle a protégé et elle protège énormément la propriété industrielle mais également les droits d'auteur. Encore une fois, il y a 30 ans ou 35 ans, Taïwan était considéré comme un petit paradis de la contrefaçon. Aujourd'hui, il n'est pas rare que nous accompagnions des entreprises taïwanaises pour des procès en contrefaçon à l'encontre de sociétés européennes ou américaines. Donc aujourd'hui, Taïwan est vraiment un des bastions de la propriété intellectuelle dans le monde. C'est un des premiers déposants de brevets au monde. Je ne vous donne pas le classement parce que selon les sources, ils varient, mais ils sont toujours extrêmement bien placés. La Chambre de commerce internationale des États-Unis, qui n'est pas réputée flexible sur la question de la propriété intellectuelle, et qui place systématiquement d'ailleurs les États-Unis comme le pays le plus respectueux de la propriété industrielle, ce qui là encore se discute, mais en tout cas ils sont assez sévères vis-à-vis des pays étrangers, classe Taïwan à la 20e place sur environ 200 pays, ce qui est très très bien placé.
Taïwan, étant membre de l'OMC, a adhéré à la Convention de Berne et aux accords ADPIC, c'est-à-dire de la propriété intellectuelle appliquée au commerce. Et il y a, avec la France, par exemple, des accords ou échanges de lettres qui permettent d'obtenir des droits de priorité en matière de marque, en matière de brevet. Ça, c'est pour la protection des droits, la création des droits et, je dirais, créer un environnement favorable à l'émergence d'une propriété intellectuelle à Taïwan ou à son accueil à Taïwan d'une propriété intellectuelle étrangère. Il y a aussi une forte pression contre ceux qui la violent. Taïwan a créé il y a quelques années une cour spécialisée qui s'occupe à titre principal des procès en matière civile et sur principalement les brevets, mais également parfois les marques. Mais c'est vraiment une cour spécialisée et reconnue comme telle en matière de brevets. Encore une fois, les brevets en matière de nouvelles technologies, cela peut être assez compliqué. Donc Taïwan a décidé d'investir sur du personnel judiciaire spécialisé en la matière. Et puis, surtout, pour ceux qui décideraient de faire de la contrefaçon, il y a bien sûr des actions civiles, mais en matière de marque ou en matière de droit d'auteur, pas en matière de brevet, mais en matière de marque ou en matière de brevet, il y a possibilité d'engager la responsabilité pénale des contrefaisants, ce qui a un effet dissuasif très important et qui a permis à Taïwan, qui par exemple pendant de nombreuses années, au cours des années 90 et même 2000, était encore placé sur liste noire des États-Unis uniquement sur la question de la propriété intellectuelle, aujourd'hui n'est plus sur cette liste et apparaît comme un bon élève dans la région, surtout si l'on compare aux pays qui les entourent. L'investissement étranger, je vais passer rapidement, mais gardez en mémoire qu'il est libre, tout simplement. Il y a, comme dans beaucoup de pays, des secteurs dans lesquels un investisseur étranger soit ne peut pas investir, soit voit son investissement limité. C'est extrêmement classique, ça relève soit de la défense nationale, soit de certains aspects de la protection de l'environnement. Ce n'est pas si différent que ce qui existe dans les autres pays de l'OCDE, à l'exception bien sûr de l'Union européenne qui est plus souple que les autres territoires, quoique nous sommes probablement en train de vivre un tournant en Europe où les protections risquent de remonter. Mais si vous comparez par exemple Taïwan avec les États-Unis, c'est tout à fait similaire. Il y a une procédure d'approbation de l'investissement étranger qui au cours des années s'est simplifiée, qui aujourd'hui apparaît plus comme un enregistrement que comme une véritable approbation, et qui surtout devrait, au cours de l'année 2020, on l'espère, passer officiellement du stade de l'approbation à un enregistrement permettant un simple contrôle a posteriori. C'est un peu le système que l'on a en France sur les investissements étrangers, où c'est déclaratif et non pas nécessairement une approbation. Mais sachez aujourd'hui que cette étape de l'approbation, elle est toujours obligatoire, mais elle est simplifiée et permet en plus d'avoir quelques avantages au moment de rapatrier des dividendes, même si ça ne s'applique pas à la France puisque nous avons un accord spécifique en la matière. Taïwan garantit un traitement non discriminatoire à l'encontre des étrangers et en fait les investissements étrangers à Taïwan sont traités comme des investissements taïwanais. Le contrôle d'échange, il existe, mais je dirais que pour ceux qui font du commerce de services ou du commerce de biens, ils n'en voient jamais la couleur puisque tout se passe tout à fait normalement et il n'y a aucune limite en matière de contrôle d'échange dans cet aspect. Et enfin, il y a un certain nombre d'incitations fiscales, j'y reviendrai plus tard, mais vraiment pour les survoler. Enfin, une chose très importante, là encore de manière générale et qui permet de rassurer les investisseurs étrangers, c'est que Taïwan offre une stratégie qui est à la fois publiée, qui est discutée, qui est prévisible et qui est planifiée. Et donc, lorsque vous investissez dans un pays, au moins à Taïwan, vous savez quels sont les grands axes du gouvernement, et ils sont clairement publiés et ils sont en général appliqués. Donc il y a eu ce qu'on a appelé le 5+2, qui était un plan souhaitant développer l'innovation dans un certain nombre d'industries, mais également l'agriculture. Il y a eu un grand plan d'infrastructure qui court, je crois, jusqu'en 2023. Alain l'a évoqué, il y a eu une politique d'incitation
aux investissements vers le sud, c'est-à-dire le sud-est asiatique, pour essayer de réduire la dépendance économique de Taïwan vis-à-vis de la Chine. Et puis, il y a un certain nombre de zones de libre-échange qui sont situées sur la côte de Taïwan, sous la plupart autour de l'aéroport, et qui permettent là encore d'avoir des conditions fiscales améliorées et un certain nombre de règles qui permettent de s'implanter et de commercer plus facilement. Chose importante que l'on a à Taïwan et que l'on a dans finalement assez peu de pays, notamment en Asie, c'est que tous les textes, toutes les lois, toutes les réglementations qui vont avoir un impact sur les étrangers, sur les investisseurs étrangers, sur les sociétés étrangères, font l'objet d'une publication préalable à l'état de projet et font l'objet de consultations auprès des chambres de commerce européennes, américaines, françaises, auprès des représentations économiques et diplomatiques, représentées notamment par Alain, auprès de professionnels qui sont concernés par le sujet. Et donc, il y a une grande concertation, il y a une grande transparence, là encore, sur les textes qui vont venir influencer votre activité à Taïwan. Alors, lorsque vous voulez faire des affaires à Taïwan, je dirais qu'il y a deux solutions. Soit vous signez des contrats et vous avez une activité purement commerciale, soit vous vous implantez. Si vous signez des contrats, déjà avec tout ce que je viens de vous dire sur la démocratie, la stabilité, la transparence, la lutte contre la corruption, l'indépendance de la justice, etc., vous êtes normalement à peu près rassuré. Mais de manière plus précise, lorsque vous allez rédiger des contrats avec Taïwan, un contrat de vente, un contrat de distribution, vous vous apercevrez assez rapidement que finalement le droit taïwanais est assez similaire au droit français ou à ce que l'on connaît en Europe continentale, tout simplement parce que son origine, c'est le droit romain, plus particulièrement des aspects de droit allemand qui ont été apportés à Taïwan notamment par les Japonais, même s'il y a une faible mais existante influence française sur le droit civil taïwanais. Mais en tout cas, on est dans la tradition civiliste que nous connaissons ici en France, c'est-à-dire que c'est un droit et ça n'est pas un droit anglo-saxon de common law, donc on s'y retrouve, nous, assez facilement. J'ai parlé de l'indépendance des tribunaux, de la reconnaissance des décisions, je n'y reviens pas. Sachez que lorsque vous avez affaire à des entreprises taïwanaises, celles-ci sont soumises à un régime d'obligations comptables, fiscales, qui permet quand même d'avoir des audits, en tout cas des informations très fiables sur vos co-contractants. Donc, vous pouvez tout à fait engager un minimum d'enquête avant de savoir avec qui vous signez des contrats, et les informations qui vous seront livrées seront fiables. La gouvernance des entreprises a évolué de manière extrêmement positive ces 10 ou 15 dernières années, notamment bien sûr pour les sociétés cotées. Et Taïwan dispose de lois contre le blanchiment, la lutte contre le terrorisme, etc. Donc je dirais que la capacité qu'on a à rédiger un contrat entre une société française et une société taïwanaise est assez facile, assez simple, et surtout, une fois que le contrat est bien rédigé, on peut dire qu'il est exécutable en France, à Taïwan, et qu'il sera fiable. J'attire cependant votre attention sur un élément important. Lorsque vous contractez avec une société taïwanaise, il faut faire attention à prévoir et à bien rédiger le contrat de sorte à ne pas subir des coûts procéduraux trop importants. Taïwan fait partie de ces pays qui, si vous n'avez pas de représentation permanente à Taïwan, c'est-à-dire une filiale ou une succursale, si vous n'avez pas cette représentation, alors si vous attaquez une société taïwanaise à Taïwan, le droit taïwanais, le droit procédural peut vous imposer d'avoir à déposer en compte séquestre les frais, ce qu'on appelle les frais de justice pour la première, l'appel et la cassation. Et quand les montants, tout cela est proportionnel au montant des demandes faites, donc lorsque vous demandez des sommes importantes, vous pouvez avoir à décaisser en sécurité, ce qu'on appelle une somme importante. Donc il y a plusieurs manières de faire. La plus intelligente est de prévoir dans le contrat que l'article 92 de mémoire du Code de procédure civile taïwanais ne s'appliquera pas à la relation contractuelle, de sorte à éviter cette obligation d'avoir à décaisser beaucoup d'argent avant de poursuivre éventuellement un Taïwanais qui serait
pas aussi parfaits que j'essaye de vous les présenter. Si vous souhaitez investir et créer une structure, la première étape, c'est de définir quel est votre domaine d'activité, d'aller vérifier dans la negative list si votre investissement est interdit ou limité. Donc, dans 98% des cas, il sera tout simplement libre et autorisé sans aucune limite, sans aucune interdiction. Enfin, on ne sait jamais si vous voulez investir dans les transports, certains aspects de l'agriculture, les mines ou bien sûr la production d'aéronefs militaires. Là, vous risquez d'avoir quelques difficultés, mais pour le reste, tout sera assez simple. Ensuite, vous passez l'étape qui est une formalité de l'approbation de l'investissement étranger. Et encore une fois, nous espérons qu'en 2020, cette étape saute et qu'elle soit remplacée par une simple déclaration. Ensuite, vous pouvez choisir votre forme de représentation et de société ou de succursale ou de bureau de représentation à Taïwan. Donc, pour faire simple, il existe 4 formes de sociétés commerciales à Taïwan, comme nous en avons en France, type SARL, SA. La plus utilisée, c'est la société à responsabilité limitée, l'équivalent de la SARL, qu'on appelle en chinois Yoxian-Gongse, qui est en anglais l'équivalent de la Limited Company. Vous pouvez également créer un bureau de représentation qui est simplement une agence de représentation qui n'est pas habilitée à commettre des actes de commerce et qui donc finalement est un centre de dépenses qui ne pourra pas facturer ni recevoir d'argent. La chose importante à Taïwan, c'est que vous avez la possibilité de créer une succursale d'une société étrangère. Et ça, c'est très rare dans la région. C'est impossible à Hong Kong, impossible en Chine. Pour la Corée, je ne sais pas, mais il faudrait vérifier. Mais si vous voulez, c'est un des rares pays au monde qui permet la création de succursales d'une société étrangère sur son territoire. Et c'est très intéressant, notamment sur le plan fiscal. Vous n'avez aucune exigence de nationalité ou de résidence pour les administrateurs. Pardon. Aucune exigence en matière de capitalisation minimum. La simple obligation, c'est d'avoir un besoin en fonds de roulement qui soit suffisant pour pouvoir assumer vos obligations financières au moins au début. Et vous n'avez aucune restriction quant au rapatriement des dividendes. Vous pouvez également faire le choix de vous implanter à Taïwan en faisant l'acquisition d'une activité, que ce soit l'acquisition de société ou l'acquisition d'actifs. Je vais passer très rapidement là-dessus, mais gardez en tête que une des difficultés que l'on retrouve, c'est qu'il n'existe pas à Taïwan ce que l'on a en France et qui s'appelle la transmission universelle du patrimoine, et donc qui fait que si vous souhaitez absolument avoir tous les droits et obligations d'une société ou d'une activité après l'acquisition, il vous faut absolument faire l'acquisition de parts sociales ou d'actions, mais que si vous faites l'acquisition, par exemple, de toute une branche d'activité, ce qu'on appelle une cession partielle d'actifs, eh bien, vous ne bénéficierez pas de cette transmission universelle de patrimoine. Pour faire très simple, si vous n'achetez par exemple simplement qu'une partie de l'activité d'une société et non pas toute la société, les contrats que cette société aurait pu signer avec des clients et des fournisseurs ne sont pas transmis. Donc, il faut faire attention à sécuriser l'ensemble des contrats fournisseurs-clients si cela vous intéresse, ou au contraire, vous en défaire de cette manière. Taïwan a une fiscalité que je qualifierais plutôt d'attractive dans la région. L'impôt sur les sociétés est à 20%, ce qui est un tout petit peu au-dessus des dragons asiatiques, mais largement au-dessous des autres économies de la région. Il y a une TVA, une business tax à 5%, pas d'imposition pour les plus-values, sauf dans le domaine immobilier, et je noterai, pour aller rapidement, un accord entre la France et Taïwan, une sorte de convention fiscale signée il y a 2 ans, je crois, 2 ou 3 ans, et qui permet en fait une retenue à la source simplement de 10% pour les dividendes qui sont envoyés vers la France. Et comme je le disais tout à l'heure, l'intérêt de la succursale qui est permise à Taïwan, c'est qu'une fois l'argent payé à Taïwan par une succursale sur son activité à Taïwan, l'ensemble des fonds qui sont renvoyés vers la maison mère
ne sont soumis à aucune fiscalité puisque ce n'est pas considéré comme des dividendes, c'est de la remontée de capital qui sera fiscalisée là où les fonds vont. Donc c'est très intéressant, surtout pour ceux qui ont eu la bonne idée de créer une holding, par exemple à Hong Kong ou à Singapour, où la fiscalité est là très faible. Pour les personnes physiques, ça touche les représentants de sociétés étrangères. L'imposition sur les revenus existe, bien évidemment. Il y a plusieurs tranches. La tranche la plus élevée est à 40% pour tous les revenus supérieurs à 35 ou 140 000 euros annuels, ce qui est raisonnable, bien que fort pour pas mal de pays asiatiques. Je passerai rapidement sur le droit du travail. Si éventuellement ensuite il y a des questions, on pourra y répondre. Mais sachez que c'est un droit du travail qui était très à l'avantage des employeurs, qui l'est un peu moins, qui est beaucoup plus équilibré, mais enfin qui est quand même beaucoup plus souple que ce que l'on peut connaître en France. La preuve en est lorsqu'il faut expliquer à des investisseurs taïwanais les contraintes du droit du travail en France. En général, il faut quand même leur expliquer plusieurs fois avant qu'ils comprennent l'ensemble des obligations auxquelles ils vont être soumises. Je dirais que le droit du travail taïwanais aujourd'hui garantit la sécurité des salariés, mais reste un contrat assez équilibré entre l'employeur et l'employé. Chose importante, si jamais vous regardez dans la région là où vous implantez, le coût social, les charges sociales à Taïwan sont finalement assez faibles pour en plus un service extrêmement bon, notamment en matière de sécurité sociale. Donc c'est beaucoup moins cher d'employer à Taïwan, par exemple, qu'en Chine continentale. Voilà, eh bien je crois que j'en ai terminé pour cette présentation. J'ai probablement été trop long et je m'en excuse. Merci Franck. Donc du coup, est-ce que tu peux enlever le mode plein écran? Comme ça, je vais moi lancer la dernière présentation. Et voilà. Alors, donc je vais passer à la dernière présentation. Donc comme on est un petit peu en retard, je vais essayer d'être rapide et je vais donc illustrer Taïwan comme un modèle en gestion de crise en prenant l'exemple de la crise sanitaire actuelle, ainsi que rapidement les secteurs clés à développer. Mais là, on a un petit peu parlé au départ. Donc pourquoi Taïwan est un modèle de gestion de crise? Donc vous devez le savoir, Taïwan est situé à 130 km des côtes chinoises et a aussi le Nouvel An chinois. Donc on est très près de la zone où tout a débuté. Et durant le Nouvel An chinois, énormément de personnes, enfin, il y a eu beaucoup de vols entre Taïwan et la Chine, puisque les Taïwanais qui étaient en Chine sont revenus à Taïwan et certaines personnes de Taïwan sont allées en Chine. Donc, il y avait énormément de connexions entre les deux pays et pourtant, Taïwan a bien endigué la crise. Aujourd'hui, nous avons 446 personnes contaminées. Enfin, il y a eu au total 446 personnes contaminées et 7 patients décédés. Et à aujourd'hui, 435 personnes sont sorties d'affaires et uniquement 55 cas sont locaux. Ce qui veut dire que tout le reste des cas ont été importés d'autres pays. Donc, des Taïwanais qu'on a rapatriés d'autres pays. Nous n'avons pas eu de confinement à Taïwan, donc c'était business as usual depuis le début de la crise. Et la réussite tient aux mesures rapides de Taïwan. Donc, quelles ont été les clés de ce succès? C'est que Taïwan est un pays qui s'adapte bien et il tire des leçons des crises et des difficultés passées. Donc, ils ont connu le SRAS par le passé. Ils avaient donc déjà réfléchi à une pandémie potentielle dans le futur. Mais cela s'applique aussi à toutes les difficultés qu'ils ont pu avoir par le passé en termes de business. C'est un pays qui tire des leçons et qui s'adapte. L'anticipation, les premières mesures à Taïwan ont été prises dès le 31 décembre 2019. Donc, on était bien en amont de la crise actuelle et bien en amont de l'idée qu'avait l'Europe de cette crise, par exemple, puisqu'ils avaient ils avaient envoyé des experts en Chine, ils avaient décelé quelques problèmes, et à partir de ce moment-là, ils avaient déjà commencé à mettre des restrictions au niveau des vols provenant de Wuhan. Par la suite, ils ont étendu ces restrictions à Hong Kong, Macao, et plus tard, des pays, à l'Italie, à la France, etc.
Donc, les actions clés du succès, c'est que dès fin janvier, ils ont activé un centre de commandement unifié, ce qui n'a pas été fait dans tous les pays. Donc, c'est un centre de commandement qui gère cette crise et dont les décisions s'imposent à tous les ministères. Ça veut dire que quand ils demandent quelque chose, tous les ministères taïwanais doivent exécuter. Il y a eu un contrôle des frontières avec une mise en quarantaine. Lorsque la personne était en quarantaine, on leur donnait un portable. Ce portable, la personne devait le garder en permanence, donc il était tracé, géolocalisé, et il devait répondre à la police si la police les appelait. Les instances taïwanaises envoyaient aussi souvent la nourriture aux gens qui étaient placés en quarantaine. Et ensuite, ils organisaient un dépistage ciblé par rapport aux personnes qui étaient le plus sensibles et qui risquaient d'être infectées. Il y a une intégration des différentes bases de données de l'administration nationale et de la santé avec celle des douanes, ce qui leur a permis de mieux tracer les personnes. Une mobilisation des industriels, puisque la production de masques a été multipliée par 7 en 2 mois. Et il y a eu une interdiction d'exporter les masques et une bande rationnée en parallèle aux personnes. Donc cela était fait par l'équivalent de la carte vitale à Taïwan. C'est une carte de sécurité sociale que l'on donnait à la pharmacie et un jour sur deux, on pouvait avoir un masque. Et ensuite, ils ont développé des applications, puisque la gestion de ces masques était compliquée. On ne savait jamais s'il y avait assez de stock de masques dans les pharmacies. Et on pouvait prendre son téléphone portable et trouver dans quelle pharmacie on pouvait avoir un masque à Taïwan. Donc, ça a été très, très rapide, tout ça, et bien embranché. Donc, Taïwan a aussi obligé toute la population à porter le masque, à organiser une distanciation sociale et de la prise de température, mais cela très tôt. Je me rappelle que je portais déjà des masques dès février. Et le nombre de rassemblements, les rassemblements de plus de 100 personnes dans les endroits confinés ont été interdits. En addition de cela, il y a aussi une forte transparence du gouvernement et un fort civisme des Taïwanais. Le Taïwanais respecte scrupuleusement les instructions gouvernementales et le gouvernement, quant à lui, a mis un accent sur l'information et la sensibilisation, puisque le centre de commandement unifié tient des conférences de presse journalières pour faire un point sur la situation, de donner le nombre de cas importés, le nombre de cas locaux et où en était la situation. Donc ça rassurait beaucoup la population et la population respectait toutes les règles émises par ce centre de commandement. Donc cela est quelque chose qui s'illustre au niveau de la crise, mais on voit cette réactivité des Taïwanais, cette adaptation et cette anticipation qu'ils ont au niveau de crise sanitaire, mais qu'ils ont aussi au niveau des affaires. Les prochaines étapes qui ont déjà été mises en place par Taïwan, ce sont des quarantaines bien évidemment, mais des quarantaines en fonction des pays. On sait que Hong Kong, la Nouvelle-Zélande par exemple, moins de cas, Singapour également. Ces pays-là vont être autorisés à avoir des visas de business de 5 jours, des quarantaines de 5 jours pour les visas business. C'est-à-dire que la personne viendra dans le pays, elle sera mise en quarantaine, elle aura un test de dépistage à l'arrivée, 5 jours de quarantaine, un test de dépistage au bout des 5 jours, et elle pourra commencer des rendez-vous business à Taïwan. Un deuxième tiers de pays aura 7 jours de quarantaine. Et enfin, les derniers pays qui sont les plus affectés auront 14 jours de quarantaine. Donc, Taïwan garde une surveillance au niveau des applications, au niveau des cas, et fait attention justement à tous les pays environnants, mais aussi aux personnes qui sont à Taïwan. Il y a toujours des examens en laboratoire pour dépister les personnes s'il y a un test. Et en fait, ils essayent d'avoir une certaine balance entre trouver et isoler les personnes et la distanciation sociale. Pourquoi? Puisque trouver, isoler les personnes d'un coup, d'un côté, il y a un coût santé publique, puisqu'ils doivent engager des moyens de santé publique pour trouver les personnes, pour les tester, pour les isoler. Et de l'autre côté, si on met trop de distanciation sociale et que l'on ne laisse pas les gens aller dans les différents business, on va avoir un impact économique important puisque les gens ne vont pas consommer. C'est pour ça que Taïwan instaure une balance entre ces deux façons de limiter la crise. Donc il y a un impact, l'impact pour les business, les résidents, les touristes et les affaires. On peut voir que comparé à d'autres pays tels que la Chine, il y a une gestion cadrée en amont, donc pas de confinement ni d'arrêt économique, ce qui est bon pour les affaires. Taïwan lance des bons de relance. Chaque personne, là ce sera
normalement en juillet. Donc, les personnes pourront acheter pour 33 € et recevront 100 € à dépenser. Ces 100 € doivent être dépensés dans des restaurants, dans des business pour relancer l'économie. Et tout ne doit pas être dépensé dans le même commerce. Il y a eu des prêts et des aides qui ont été mis en place. Et ces aides et ces prêts, même les entrepreneurs étrangers peuvent y avoir accès, ce qui est tout de même intéressant, et tous les pays ne le feront pas. Les visas résidents sont considérés comme les Taïwanais. Donc, si vous avez une carte de résident taïwanais, vous pouvez revenir à Taïwan, même en période de crise et de confinement. Donc, les personnes qui étaient en voyage à l'extérieur de Taïwan lors de la crise ont pu revenir à Taïwan. Tandis que, par exemple, certaines personnes qui étaient en voyage d'affaires en dehors de la Chine, quand la Chine a fermé ses frontières, ils ne peuvent toujours pas rentrer en Chine. Les touristes, plusieurs pays auraient eu tendance à dire aux touristes, rentrez chez vous, il y a une crise sanitaire. Taïwan ne l'a pas fait. Normalement, quand on rentre à Taïwan, on a un visa touriste, enfin un visa, c'est même pas un visa, c'est une permission de 90 jours sur le territoire taïwanais, sans visa. Et ça a été étendu jusqu'à 180 jours pour donner le choix aux personnes, soit de rester à Taïwan, puisque Taïwan était plus sécurisé, on va dire, que les autres pays, soit de retourner dans leur pays. Et tout spécialement quand le pays d'origine de la personne était vraiment touché par le coronavirus, les personnes n'étaient pas obligées de rentrer. Également, beaucoup de personnes sont bloquées à Taïwan puisqu'ils travaillent en Chine depuis longtemps. Par contre, la Chine ne les autorise pas à rentrer et sont donc à Taïwan en attendant de pouvoir repartir en Chine. Donc on peut voir cette différence entre d'autres pays asiatiques et Taïwan. On voit quand même une ouverture vers les étrangers et une possibilité de faire valoir ses droits, comme disait Franck auparavant, tant au niveau des affaires, mais qu'au niveau personnel également. Et on voit qu'il y aura une réouverture des visas business, donc ce dont je vous parlais tout à l'heure, avec 5 jours, 7 jours et 14 jours de quarantaine, en fait, c'est pas juillet, c'est dès le 22 juin. En termes de sécurité, on peut voir donc qu'une implantation à Taïwan apporte une sécurité en temps de crise. Le pays tient compte des ressortissants étrangers. Ce qui veut dire, c'est que quand vous venez en Asie et que vous avez un intérêt pour développer votre business en Asie, vous savez au moins que si votre entreprise est à Taïwan et que une crise apparaît lorsque vous êtes en dehors de Taïwan, vous pourrez toujours revenir et continuer votre activité sur Taïwan, sachant que c'est un pays qui va tout faire pour gérer la problématique en amont des autres pays. Il faut savoir aussi que Taïwan a beaucoup appris de cela, puisque Taïwan n'est pas reconnu par énormément d'institutions internationales, telles que le FMI, par exemple. C'est pourquoi Taïwan prend les devants. Ils ont des réserves de cash, c'est la troisième réserve de dollars mondiale. C'est un pays qui ne se sent pas aidé par la communauté internationale, donc elle doit anticiper tout par elle-même pour être prête à toute éventualité. Alors, les secteurs clés à Taïwan, Alain en a parlé tout à l'heure. Donc, on a l'industrie, donc 50% d'industrie traditionnelle, donc telles que le deux roues, l'automobile, le fer, l'acier, la mécanique et la chimie, et 50% de haute technologie, qui sont les semi-conducteurs, les écrans LCD, les mémoires vives, les téléphones portables, les ordinateurs, etc. Il faut savoir que Taïwan est très en avance au niveau des semi-conducteurs et il va être très difficile pour n'importe quelle entreprise dans les semi-conducteurs d'arriver à rattraper l'avance de TSMC, par exemple. Même de grandes entreprises telles que Huawei en Chine ne sont encore pas à la hauteur d'entreprises comme TSMC. L'éducation, il y a plus de 147 universités à Taïwan avec plus d'1 million, 1,3 million d'étudiants, dont 330 000 doctorants. Il y a environ 5% du PIB de dépenses publiques et beaucoup de Taïwanais vont à l'étranger. Environ 330 000 Taïwanais vont à l'étranger. Donc beaucoup vont en Europe et aux États-Unis. L'énergie, Alain en a parlé tout à l'heure, sortie du nucléaire. Depuis Fukushima, Taïwan a pris un tournant de sortie du nucléaire et c'est un pays d'Asie qui est exemplaire là-dessus puisque ils avaient un projet justement de passer de 2,7 gigawatts de solaire à 20 gigawatts de solaire, et cela en l'espace de 5 ans, et l'éolien 5,7 gigawatts. C'est quelque chose qui est toujours en cours et qui avance. On peut penser que c'est trop optimiste, mais on a déjà vu les premières fermes éoliennes offshore voir le jour.
et ça devient vraiment un hub de l'énergie éolienne offshore au niveau Asie, mais au niveau mondial. On va dire que Taïwan est quasiment le marché numéro 2 après l'Europe. C'est pour vous dire c'est vraiment un pays qui applique ce qu'ils ont mis en place. La machine-outil, les exportations atteignent environ 3 milliards de dollars et Taïwan organise le 3e plus grand salon mondial à Taïwan. Les services et les ventes, donc ça représente 70% du PIB, avec donc un secteur financier dispersé avec beaucoup de petits acteurs, banques, assurances, conseils de gestion, trading, mais il y a énormément d'opportunités pour le secteur du luxe, agroalimentaire, biens de consommation et cosmétiques, surtout français, qui sont très bien perçus à Taïwan. Et Taïwan ayant un fort pouvoir d'achat, ils ont la possibilité d'investir dans ce type de produits. Taïwan est par contre souvent sous-évalué par les marques et il y a encore un fort potentiel pour les produits dans ce secteur à Taïwan. La recherche et le développement dans le secteur électronique, pharmaceutique, pétrochimie, aérospatiale et télécom, cela représente environ 3,5% du PIB, 3,5% du PIB est réinvesti en R&D et environ 13% des habitants sont chercheurs. C'est un pays qui est très fort dans tout ce qui est recherche et développement. Et enfin, l'automobile et l'aéronautique, beaucoup de partenaires potentiels pour sous-traiter et sourcer à Taïwan. Croissance à venir à Taïwan, quels sont les secteurs qui vont aller de l'avant? On voit une concentration des technologies les plus avancées sur Taïwan. On voit aussi que les entreprises taïwanaises présentes en Chine reviennent de plus en plus vers Taïwan. Il y a eu un plan du gouvernement pour faire revenir la R&D sur Taïwan. Donc les entreprises qui étaient implantées en Chine et ailleurs rapatrient leur R&D vers Taïwan. Il y aura un développement des services à la personne et de la médecine préventive. Pourquoi? Parce que Taïwan est un pays qui a un faible taux de natalité, un des plus faibles au monde, sinon le plus faible du monde, et qui a une population très âgée. Par contre, ce sont des personnes qui prennent le mal bien en amont et utilisent beaucoup de compléments alimentaires, de médecine préventive pour prévenir les problèmes futurs potentiels. Les produits destinés aux femmes et au luxe, ainsi que les cosmétiques, c'est toujours un marché qui marche très bien à Taïwan. Il faut faire attention à leur apparence. Le marché des produits gourmets, pourquoi? Parce qu'ils ont des revenus importants et un pouvoir d'achat élevé. Et la France est encore sous-représentée, bien que présente, sous-représentée à Taïwan. Et il y a de la place pour les produits gourmets à Taïwan. Il faut savoir aussi que Carrefour va faire l'acquisition de 220 supermarchés. Carrefour était déjà numéro 1 et leader des hypermarchés à Taïwan et va passer numéro 2 des supermarchés également à Taïwan. C'est via cet acteur français, il sera sûrement possible d'avoir placé plus de produits gourmets français à Taïwan, sachant qu'ils reprennent une chaîne qui s'appelle Jason Welcome. Et Jason, c'était des épiceries de luxe, de haut de gamme, et qui vont garder ce côté haut de gamme. Donc il y aura vraiment une porte d'entrée via Carrefour sur le retail général, mais aussi le haut de gamme. Il y a une forte progression de la R&D à Taïwan, des biotechnologies et des produits bio. Ils cherchent beaucoup à avoir des coopérations scientifiques et des échanges de connaissances entre les pays. Les énergies renouvelables avec une opposition au nucléaire, mais aussi l'économie circulaire qui est au cœur de la stratégie de modernisation de Taïwan. Donc ils vont vraiment investir là-dedans. Donc toutes les sociétés françaises qui ont des spécificités en économie circulaire pourront avoir leur place à Taïwan. Les semi-conducteurs ont une augmentation constante de la R&D et des investissements tels que TSMC. C'est pourquoi ils ont une avance considérable sur les autres acteurs. Et on voit aussi un marché du vélo et du vélo, e-bike et scooter qui marche très bien, tant pour les sociétés qui veulent développer en Europe, par exemple, ce type de produit, mais aussi sur le marché local si les entreprises françaises ont des technologies qui peuvent être intégrées sur ce type de produit. Les opportunités clés donc pour les entreprises françaises à Taïwan. Pourquoi? Donc il y a un standard européen de la propriété intellectuelle, comme l'a dit Franck auparavant, un accès privilégié au marché chinois et à l'Asie globalement, puisque c'est un hub régional par lequel on peut accéder aux différents pays d'Asie. Il y a un aéroport interne à Taïwan,
vous êtes à 2 heures des grandes capitales, Chine, Corée, Japon, Hong Kong, etc. Donc c'est vraiment facile de voyager lorsqu'il n'y a pas de crise sanitaire. Il y a une main-d'œuvre très qualifiée avec des coûts compétitifs. Le coût énergétique le plus compétitif du monde, Taïwan a un coût de l'énergie qui est vraiment très bas. Une facilité administrative pour la création des entreprises et c'est le 4e indice de profitabilité mondiale. Il y a un attrait marqué pour le Made in France qui représente le luxe. Les outils financiers fonctionnent bien et un fort niveau d'éducation. Ensuite, au niveau personnel, la qualité d'accueil à Taïwan est exceptionnelle et exemplaire et Taïwan a été classée destination préférée des expatriés en 2019. Il y a aussi de bonnes infrastructures de transport, ce qui est très bon pour le business. Voilà, ensuite, les différents challenges, effectivement, donc il y a le facteur culturel, l'importance de la marque et du Made in France, le positionnement avec une concurrence assez forte. Donc, il faut adapter son business model. Il est dur d'identifier les partenaires, leur fiabilité, il y a toujours une barrière de la langue. La législation et la fiscalité peuvent être un petit peu difficiles à comprendre au tout départ que lorsqu'on arrive. Et il y a la nécessité d'un personnel finissant souvent sur place, puisqu'il y a un turnover assez, et il y a aussi un turnover assez élevé dans les entreprises. Ça, c'est des challenges qui peuvent être compliqués et des difficultés managériales liées aux facteurs culturels. Cela peut être fixé par des services soit de consultants privés, soit d'avocats. On peut demander justement conseil au bureau français, donc à Alain Berder qui est présent à ce webinaire, mais aussi à la CCI, puisqu'on a des services d'appui aux entreprises, une équipe biculturelle, des experts sectoriels. Donc on peut aider les entreprises sur tout ce qui est conseil, études de faisabilité, prospection marché. On organise aussi des missions, donc on peut aider à trouver des partenaires locaux. Pour l'implantation, on a un business center, on peut faire de la création d'entreprise, de la domiciliation et du conseil, ça c'est pas de problème. Et on a une personne dédiée qui peut aider au recrutement des talents en Taïwan. Donc voilà donc une vue globale de Taïwan et pourquoi Taïwan est un pays intéressant pour les sociétés. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez donc les taper dans la petite chatbox, c'est la petite bulle qu'il y a sur le côté. Vous avez pu voir Franck qui a laissé un message. Je vais y écrire aussi mon adresse email. Comme ça, si vous voulez entrer en contact avec moi, Alain Berder ou Franck, qui était aussi donc intervenant lors de ce webinaire, je transférerai les emails et nous pouvons répondre aussi aux questions directement maintenant. Alain, as-tu quelque chose à rajouter? Non, je crois que c'était 3 présentations très complémentaires. Je pense que tu as bien fait d'insister sur notamment comment la crise a été, la crise du Covid-19 a été gérée ici. On voit effectivement, on voit aujourd'hui une ouverture progressive des frontières, ça c'est très important. Je pense que les milieux économiques ici à Taïwan aussi sont très demandeurs et je pense que dans les semaines à venir, la situation devrait évoluer aussi rapidement. Merci. Bon, s'il n'y a pas de questions de la part des participants, nous allons donc terminer Nous allons donc terminer ce webinaire. Pour la présentation, vous pouvez m'envoyer un email à director@ccift.org.tw. Je vous enverrai les présentations qui sont disponibles. Donc la mienne, je pourrais vous l'envoyer. Je pense que celle de Franck sera également disponible. Et Alain, je crois qu'une partie de cette présentation sera disponible. Ah, j'ai pas entendu ce que tu disais, Alain. Tu peux allumer ton micro? Toute la partie est disponible. Ok. Donc, je vous enverrai les présentations. Donc, envoyez-nous un email et on vous enverra la présentation sans problème. Merci à tous. Et ce webinaire sera de toute façon rediffusé par le forum Business Boost Forum en ligne.
Merci beaucoup à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.